Menki est une employée de bureau qui mène une vie ennuyeuse lors d'une journée normale et tout aussi ennuyeuse, tandis que des super-héros affrontent un monstre à tentacules, juste devant sa fenêtre. C'est un monde où l'humanité a commencé à étendre sa civilisation et, avec l'aide de héros pionniers, a réussi à développer un nouveau monde. Cependant, les habitants doivent encore faire face, de temps à autre, à quelques monstres à tentacules errants, et c'est précisément pour cela que l'agence des héros existe. Normalement, les employés de ce bureau auraient dû évacuer, puisque le combat contre le monstre se déroulait juste à côté. Mais à ce stade, plus personne ne se soucie vraiment de fuir. C'est devenu une sorte de philosophie collective. Si je meurs, tant pis. D'ailleurs, Menki, là-bas, continue de remplir consciencieusement un rapport, ignorant complètement le monstre visible par la fenêtre. Son patron admire tellement son sens du travail qu'il s'approche pour lui confier encore plus de tâches. Pendant ce temps, ses collègues bavardent à propos d'une rumeur selon laquelle l'entreprise aurait récemment embauché un robot humanoïde. Mais le patron intervient aussitôt pour leur ordonner de retourner travailler, leur rappelant qu'il ne les paie pas pour gaspiller le temps de l'entreprise. Menki entend la rumeur, mais elle s'en moque. Humain, robot humanoïde ou même extraterrestre, cela ne change rien au fait qu'elle restera coincée dans ce bureau pour le reste de sa vie. À l'extérieur, le capitaine héros Raymond se prépare à porter le coup final au monstre à tentacules. Mais au moment décisif, le criminel à l'origine de l'attaque est projeté à travers les airs et s'écrase dans le bâtiment de Menki, tout en tenant une bombe. Peut-être qu'évacuer aurait finalement été une bonne idée. Heureusement, avant que la bombe n'explose, l'un des héros intervient et la projette hors du bâtiment juste à temps, sauvant tous les occupants. Il attrape aussi Menki avant qu'elle ne chute, mais au cours de l'action, une masse verte jaillit du collier qu'il porte et fonce droit dans la tête de Menki. Et croyez-le, ce n'était vraiment pas une bonne chose. Menki perd connaissance et Viassin la traîne jusqu'à un placard de rangement à proximité. Peu importe comment il analyse la situation, il est fichu. Pour l'instant, il décide de la réveiller. Il trouve une injection d'adrénaline et la lui plante pour relancer la circulation sanguine. Menki reprend conscience, paniquée, avec l'impression d'être morte. Yassin lui explique qu'elle n'est pas morte. Son cœur s'est simplement arrêté brièvement, sans raison apparente. Cela ne lui semble pas du tout bénin, mais ce n'est même pas son plus gros problème. Yassin lui révèle alors que la chose verte entrée dans sa tête est en réalité un parasite extraterrestre, bien pire que ce qu'on voit dans The Last of Us. En résumé, ce parasite ronge progressivement le cerveau de son hôte jusqu'à prendre le contrôle total du corps. La seule façon de le contenir est de maintenir en permanence une stimulation mentale élevée. Autrement dit, si Menki s'ennuie, le parasite dévorera son cerveau jusqu'à ce qu'elle meure. Yassin essaie de rester optimiste et lui explique que, tant qu'elle fait des choses excitantes, elle devrait aller bien pour le moment. Mais il y a un léger problème. Elle occupe le travail le plus ennuyeux imaginable. Elle décide donc d'accepter son sort et s'allonge, prête à laisser le parasite faire ce qu'il veut. Yassin panique immédiatement et lui crie de ne pas abandonner, jurant qu'il fera absolument tout pour la maintenir en vie. Menki ne comprend pas pourquoi un héros comme Yassin serait prêt à aller aussi loin pour l'aider. Au premier abord, on pourrait croire qu'il a des sentiments pour elle, mais pas du tout. En réalité, si Menki meurt, cela affectera ses indicateurs de performance et il perdra tous ses avantages de héros. Il veut éviter cela à tout prix. Cependant, écouter Yassin débiter sans fin le règlement et le manuel des héros devient incroyablement ennuyeux pour Menki. Le parasite y voit alors une opportunité et commence à transformer son cerveau en purée. Soudain, du sang jaillit de son nez. Quelques minutes plus tard, Menki se réveille, horrifiée par l'état de la pièce. Il y a plus de sang ici que dans l'un des pièges de Jigsaw. Elle remarque alors la trousse de premier secours sur le sol. Apparemment, Yassin a improvisé une opération de sauvetage pour l'empêcher de mourir. Il la prévient toutefois. Si une autre hémorragie de ce genre se produit, il ne pourra pas la sauver une seconde fois. Puis, réalisant que tout cela est en partie de sa faute, il s'excuse pour son erreur. Il lui assure qu'il existe encore un espoir de survie. Tant qu'elle évite de s'ennuyer, elle pourra vivre suffisamment longtemps pour qu'un remède soit découvert. Mais pour elle, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Son travail est si abrutissant qu'elle aurait plus de chances de rester divertie en regardant de la peinture sécher. Malgré tout, Yassin l'encourage à faire de son mieux et se lance dans un long discours de motivation.
Menki, cependant, n'a aucune envie d'entendre ce genre de discours venant d'un super-héros à la vie palpitante. Elle lui demande alors s'il serait prêt à échanger sa vie avec la sienne, puisqu'il tient tant à la maintenir en vie. Après tout, devenir une super-héroïne comme lui serait la seule façon pour elle d'éviter l'ennui assez longtemps pour survivre. Yassin reste silencieux. Menki soupire, convaincu qu'il bluffait depuis le début en prétendant vouloir l'aider. Elle se dirige vers la porte, prête à retourner à sa vie monotone. Mais avant qu'elle ne parte, Yassin l'arrête et lui dit qu'il est prêt à tenter le coup. Il l'aidera à devenir une super-héroïne jusqu'à ce qu'il trouve un remède au parasite. Toutefois, même s'il veut sincèrement l'aider, il n'a aucune idée précise de la façon de transformer Menki en héroïne. À cet instant, un cri retentit dans la salle principale. Il s'y précipite et découvre, stupéfait, que le criminel a pris tout le monde en otage, les maintenant en joue avec une... Mais il reste encore une femme au fond de la pièce, toujours en train de taper sur son ordinateur, complètement indifférente au fait que sa vie soit menacée. Dès que le criminel remarque Yassen et Menki, il se met à tirer sur eux, forçant Yassen à traîner Menki hors de danger, avant de se précipiter pour affronter le type. Il parvient à esquiver les tirs laser et à faire voler l'arme hors des mains du criminel, puis tente de l'assommer. Mais, même si le gars a l'air de ne pas avoir vu la lumière du soleil depuis des années, il sait étonnamment bien se battre. Cela dit, Yassen reste plus fort que lui. Alors, pour reprendre l'avantage, le criminel décide de viser Menki afin de le distraire. Le plan fonctionne parfaitement, car Yassen se sacrifie et encaisse un tir laser dans le dos pour la protéger. Il ordonne à Menki de s'enfuir tant qu'elle le peut, mais elle a déjà décidé qu'elle voulait devenir une héroïne à partir de maintenant. Au lieu de fuir, elle affronte le criminel et tente de comprendre ce qu'il veut. Elle lui demande s'il est là pour l'argent ou par vengeance, mais le criminel lui répond simplement qu'il est venu éliminer le robot doté d'intelligence artificielle récemment embauché par cette entreprise. Menki est un peu sous le choc. Elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Autour d'elle, les collègues commencent à murmurer entre eux, car beaucoup seraient prêts à livrer le robot sans hésiter pour sauver leur peau. Yassen avertit tout le monde d'être prudent, suggérant que le criminel essaie peut-être de les piéger pour baisser leur garde. Mais non, il déteste réellement les machines. Menki demande alors s'il les laissera tranquilles s'ils lui remettent le robot. Il accepte, mais précise qu'il ne sait pas lequel d'entre eux est le robot, puisqu'ils ressemblent tous parfaitement à des humains normaux. Aussitôt, le criminel pointe Menki du doigt, et tous l'accusent d'être le robot. Après tout, personne ne l'a jamais vu afficher la moindre expression faciale au travail, ni participer au ragot du bureau. Et ce ne peut sûrement pas être la femme qui tape sur son clavier depuis le début. Donc, forcément, c'est Menki. Menki tente de faire remarquer que la femme qui tape n'a pas levé les yeux de son écran une seule fois, mais celle-ci se contente d'envoyer un mème dans le groupe de discussion disant « Je ne suis pas un robot, lol ». Et cela suffit à convaincre tous ses collègues. Menki continue d'affirmer qu'elle n'est pas un robot, mais le criminel pointe son laser sur elle et menace de lui faire exploser la tête si elle ne peut pas prouver qu'elle est humaine. Yassen se place alors devant elle et jure que Menki n'est pas un robot. Il affirme le savoir parce que le parasite dans sa tête ne peut attaquer que des êtres organiques et qu'elle a déjà perdu une énorme quantité de sang plus tôt. Elle est donc définitivement humaine. Mais comme il essaie toujours de garder ce détail secret, il est incapable de fournir la moindre preuve concrète que Menki est bien humaine. Soudain, le patron s'avance et déclare à tout le monde qu'il est certain que Menki n'est pas le robot. Il affirme le savoir parce que c'est lui-même l'androïde que l'entreprise a récemment embauché. Tout le monde est tellement choqué par cette révélation qu'aucun mot ne sort. Cependant, l'une des collègues de Menki pense que le patron essaie simplement de se sacrifier pour la sauver. Profondément émue, elle se propose alors à son tour et prétend être un robot. Les autres employés font de même et se ruent sur le criminel. Honnêtement, s'ils étaient capables de faire ça, ils auraient très bien pu intervenir dès le début de l'attaque. Le patron est complètement pris de court par le comportement de ses employés, car il n'essayait absolument pas de jouer les héros. Il était réellement le robot engagé par l'entreprise, mais à ce stade, plus personne ne l'écoute. Yassin est soulagé de voir que le criminel a été maîtrisé. Il ne reste plus qu'à le placer en détention et à retourner à la base. Mais soudain, sans aucune raison apparente, le patron plaque le criminel et l'entraîne hors du bord du bâtiment. Normalement, cela n'aurait pas vraiment eu d'importance,
Mais avant de tomber dans le vide, le criminel parvient à attraper la chemise de Menki, l'entraînant avec lui. Yacine est alors obligé de plonger à son tour pour la sauver, affichant tout du long une expression impassible, car il n'a absolument pas envie de faire ça, principalement parce qu'il ne sait pas voler. Il possède cependant une force surhumaine, alors il se propulse vers le sol le premier et ouvre les bras pour attraper Menki. Malheureusement, il se trompe dans le timing, et Menki s'écrase violemment sur le bitume. Deux choses sont à noter ici. Premièrement, le patron était bel et bien un androïde. Deuxièmement, Menki est toujours en vie parce que le corps du criminel a amorti sa chute. En revanche, elle souffre d'une grave hémorragie interne, et Yacine ferait bien de l'emmener à l'hôpital au plus vite. Pendant ce temps, les employés du bureau découvrent le corps mécanique brisé du patron. Elles sont dévastées en apprenant qu'il était réellement un robot, car, au fond, elles espéraient secrètement qu'un jour il s'intéresserait à elles, vu qu'il était plutôt séduisant. Quant à Menki, attendre d'être transporté à l'hôpital alors que la plupart de ses os sont brisés s'avère extrêmement ennuyeux. Le parasite se manifeste donc à nouveau et elle recommence à projeter du sang partout. Quelques semaines passent et Menki est désormais chez elle, soignée par Yacine. Jusqu'à présent, il lui a fourni absolument tout ce qu'elle pouvait désirer, des repas de steak, de nouveaux jeux vidéo ou encore un abonnement premium à Netflix. Cependant, tous ses efforts commencent sérieusement à l'épuiser. Ses blessures sont en grande partie guéries, alors il lui demande quand elle compte retourner travailler. Menki refuse catégoriquement et lui répond qu'elle ne retournera pas au travail, parce qu'elle n'en a aucune envie. Elle rappelle à Yacine que c'est à cause de lui qu'elle a été infectée par ce parasite, et que, par conséquent, c'est sa responsabilité de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Yacine ne peut pas vraiment contester cet argument. Cependant, il doit maintenant aller travailler, alors il dit à Menki de prendre soin d'elle jusqu'à son retour. La toute première chose qu'elle fait dès qu'il est parti est d'appeler son bureau pour démissionner. Toute sa vie, elle a travaillé comme une fourmi dans une fourmilière, et elle ne veut plus continuer ainsi. Même si elle doit vivre au crochet de Yacine pour le moment, elle compte bien profiter de l'opportunité que l'univers lui a offerte. Cependant, alors qu'elle monte dans l'ascenseur vers le service des ressources humaines pour remettre sa démission, elle remarque un laveur de vitres à l'extérieur, qui ressemble étrangement à Yacine. Et oui, c'est bien lui. Elle sort de l'ascenseur à l'étage suivant, tandis que Yacine entre par l'une des fenêtres. Dès qu'ils se retrouvent face à face, ils se demandent mutuellement ce qu'ils font là. Yacine ne comprend pas pourquoi Menki est au bureau, puisqu'elle lui a dit qu'elle était trop ennuyée pour travailler aujourd'hui. De son côté, Menki ne comprend pas pourquoi il est là alors qu'il lui avait dit qu'il devait aller travailler ailleurs. Yacine lui explique qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent en tant que super-héros et qu'il a donc dû prendre un travail à temps partiel pour couvrir ses dépenses. Menki est sous le choc, car elle pensait qu'il roulait sur l'or. Et s'il est vraiment aussi fauché, elle lui demande comment il a pu payer ses frais médicaux et ses dépenses de divertissement pendant qu'elle était blessée. C'est alors que Yacine lui avoue qu'il a en réalité utilisé ses économies à elle pour couvrir toutes ses dépenses, et en entendant cela, un frisson glacé lui parcourt l'échine. Elle ouvre aussitôt son application bancaire pour vérifier son solde, et tout comme le nombre de filles à qui elle a parlé cette année, il est à un énorme zéro. Elle commence immédiatement à imaginer toutes les factures qu'elle va devoir payer sans le moindre sou, et soudain, mourir ne lui semble plus être une si mauvaise option. À ce moment-là, l'employé des ressources humaines arrive et lui demande si elle souhaite toujours démissionner. À ce stade, Menki s'en fiche complètement et s'apprête à confirmer sa démission. Mais Yacine l'arrête. Si elle quitte son travail maintenant, elle finira par mourir de faim tôt ou tard, surtout qu'elle n'a plus aucune économie. La situation est étrange, mais le responsable RH se moque bien de ce qui se passe dans la vie de Menki. Il se contente de lui demander si oui ou non elle compte démissionner. Finalement, Yacine parvient à la convaincre de garder son emploi. Elle va donc devoir continuer à travailler, mais elle sent déjà l'ennui revenir insidieusement. Yacine lui dit qu'il ne peut pas lui fournir d'argent, mais qu'il est prêt à tout faire pour l'empêcher de s'ennuyer. Elle lui demande alors de lui permettre au moins de découvrir ce que c'est que de vivre la vie d'un super-héros pendant une journée. Yacine accepte, à condition que cela l'aide à retourner travailler. Il lui dit donc de grimper sur son dos avant de sauter du toit. Au début, Menki adore la sensation, persuadée de voler dans les airs. Mais elle se rappelle rapidement que Yacine ne vole pas réellement,
et que sauter de toit en toit est bien moins confortable qu'elle ne l'avait imaginé. En plus de ça, elle commence à se rendre compte que la vie de Yassen est peut-être encore pire que la sienne. Il enchaîne les petits boulots et ce n'est absolument pas amusant, surtout le travail de débouchage de toilettes. À l'heure du déjeuner, Menki n'en peut plus et lui demande pourquoi il accepte des emplois pareils alors qu'il possède des super-pouvoirs. Yassen lui répond que son prochain travail nécessitera justement l'usage de ses capacités, ce qui devrait être un peu plus intéressant. Menki garde espoir, mais il s'avère que ce fameux travail consiste simplement en du chantier. À la fin de la journée, ils sont tous les deux épuisés, et la seule chose que Menki a vraiment apprise sur Yassen, c'est qu'il est encore plus fauché qu'elle. Yassen lui dit qu'il est content qu'elle comprenne enfin sa situation. Sur cette lancée, il ajoute qu'il aimerait emménager chez elle, puisqu'il va devoir s'occuper d'elle de toute façon, et qu'il préfère éviter de payer un loyer en plus. Avant même que Menki ait le temps de répondre, Yassen a déjà déménagé toutes ses affaires. Quelques minutes plus tard, il est prêt à dormir sur le canapé, mais Menki n'est pas convaincue. Elle a du mal à croire qu'un super-héros puisse vraiment vivre ainsi. Yassen lui explique qu'elle surestime largement la rentabilité du métier de héros et qu'il doit faire tout ce qu'il peut pour joindre les deux bouts. Dans ce cas, Menki lui demande pourquoi les héros qu'on voit à la télévision ont tout l'air si riches. Yassen lui répond qu'ils sont l'exception et que tous les héros ne deviennent pas célèbres et fortunés comme eux. Menki réalise alors que la vie de Yassen est bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Se sentant mal d'avoir essayé de profiter de lui, elle accepte qu'il emménage, lui souhaite bonne nuit, puis va se coucher. Cependant, plus tard dans la nuit, Yassen se faufile dans sa chambre avec une mallette et des défibrillateurs. Le parasite cérébral reste un danger même lorsque Menki dort. Il reste donc debout au-dessus d'elle toute la nuit, et chaque fois qu'elle semble faire un rêve trop ennuyeux, il lui envoie une décharge pour stimuler son cerveau. Au matin, Menki se réveille en se sentant étrangement épuisée, sans trop savoir pourquoi. Mais ce n'est rien comparé à Yassen, qui a clairement l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Menki ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais elle le remercie tout de même de lui avoir préparé le petit déjeuner. Après cela, elle s'habille et se prépare à partir travailler. Yassen est un peu surpris, car il pensait qu'elle voudrait à nouveau l'accompagner dans son quotidien aujourd'hui. Mais, comparé à ce que Yassen endure chaque jour, son travail de bureau est bien plus facile. Elle lui dit donc qu'elle fera de son mieux pour ne pas s'ennuyer au travail. Yassen est soulagé d'apprendre que Menki est prête à reprendre le travail. Cependant, il a encore quelques affaires à régler. Dès qu'elle quitte l'appartement, il saute du balcon. Plus tard dans la journée, il se rend au quartier général des héros afin de consulter la base de données à la recherche d'un remède connu contre le parasite. Malheureusement, il n'a pas un niveau d'autorisation suffisamment élevé pour accéder à ces informations. C'est donc une impasse. La seule autre option qui lui reste est d'aller voir son supérieur pour lui demander conseil. Pendant ce temps, Menki est de retour à son bureau. Elle fait de son mieux pour occuper son esprit, mais elle ne peut s'empêcher de penser à quel point tout cela est terriblement ennuyeux. De son côté, Yassen finit par rencontrer son chef. Mais à peine a-t-il demandé ce qui se passerait si un civil venait à mourir à la suite d'une récente mission de héros que son supérieur explose de colère. Il se met à hurler et à tirer des lasers dans tous les sens, exigeant de savoir quel héros stupide a tué un civil. Yassen recule aussitôt et précise qu'il ne s'agissait que d'une question hypothétique, affirmant qu'il ne serait jamais assez imprudent pour mettre la vie d'un civil en danger. Il comprend alors qu'il ne peut pas avouer la vérité. Mais s'il veut garder l'état de Menki secret et la maintenir en vie assez longtemps pour trouver un remède, il va lui falloir beaucoup plus d'argent. C'est pour cette raison qu'il décide d'accepter des missions de haut niveau afin de gagner rapidement de l'argent. Toutefois, les missions disponibles semblent particulièrement difficiles. À ce moment-là, l'un de ses amis, Gray, s'approche de lui et le surprend en train de fixer une mission 5 étoiles. Cela l'étonne, car il sait que Yassen se contente habituellement de missions 2 ou 3 étoiles. Il se demande donc pourquoi il prend soudainement autant de risques. Yassen lui explique qu'il a besoin d'argent supplémentaire parce qu'il doit s'occuper d'une fille. En entendant cela, Gray suppose immédiatement que Yassen s'est trouvé une petite amie, mais Yassen lui répond que c'est une longue histoire. Gray lui propose alors de l'aider sur la mission 5 étoiles, estimant qu'un coup de main ne serait pas de trop. Malheureusement, la mission tourne au désastre. À la fin de la journée,
Yassine est grièvement blessé et couvert de sang de monstre. Gray l'aide donc à rentrer chez lui. Cependant, en arrivant devant la porte, Gray réalise que l'appartement appartient à une civile. Il suppose qu'il s'agit de la fameuse nouvelle petite amie dont Yassine ne voulait pas parler, et il est impatient de voir à quoi elle ressemble. Mais lorsqu'il ouvre la porte, ce qu'il découvre est plutôt décevant. Il trouve Menki affalé sur le canapé, en train de se goinfrer de chips tout en jouant aux jeux vidéo. En voyant Yassine dans cet état lamentable, elle lui dit tranquillement de s'allonger par terre s'il a besoin de se reposer, car elle ne veut pas qu'il tache son canapé avec du sang extraterrestre. Mais cela agace profondément Gray, car Yassine risquait sa vie en accomplissant des missions dangereuses afin de subvenir aux besoins de Menki, alors qu'elle ne semblait éprouver aucune gratitude. Il ignore totalement l'existence du parasite, ainsi que la raison pour laquelle Yassine s'investit autant pour s'occuper d'elle. De son point de vue, cela ressemble à une relation toxique, et il avertit Yassine qu'il ferait mieux de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, Menki se lève. Pendant un instant, Gray croit qu'elle a changé d'avis et qu'elle compte enfin aider Yassine. Mais elle se contente de passer nonchalamment au-dessus de la tête de Yassine avant d'entrer dans sa chambre. Gray se met alors à crier qu'elle est sans cœur, mais tout ce vacarme donne un violent mal de tête à Yassine. Il demande donc à Gray de rentrer chez lui pour le moment et promet de tout lui expliquer la prochaine fois qu'ils se verront. Yassine s'effondre ensuite près de la porte. À sa grande surprise, quelques instants plus tard, Menki revient avec une trousse de premiers secours. Elle avait bien l'intention de l'aider. Elle commence à le soigner du mieux qu'elle peut, mais ses blessures dépassent largement ce qu'elle sait gérer. Elle lui dit donc qu'il devrait vraiment aller à l'hôpital au plus vite. Cependant, Yassine lui explique qu'il possède un facteur de guérison et que, tant qu'elle parvient à stopper l'hémorragie, une bonne nuit de sommeil suffira à le remettre sur pied. À peine a-t-il terminé sa phrase qu'il s'évanouit. Menki termine alors de nettoyer ses blessures et de les panser. Elle ne peut pas dire qu'elle soit heureuse d'avoir été infectée par un parasite, mais sa vie est devenue bien plus excitante depuis qu'elle a rencontré Yassine. Et, pour le meilleur comme pour le pire, elle pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Cela dit, le parasite reste un vrai cauchemar, et elle commence à ressentir de nouveaux symptômes. Elle se rend donc dans la salle de bain pour s'occuper d'un saignement de nez. Un peu plus tard, Yassine reprend connaissance et la trouve dans la salle de bain. Il lui tend une serviette et s'excuse encore pour le désordre qu'il a causé. Menki lui annonce alors qu'elle a décidé de conserver son emploi et qu'il n'a plus besoin d'accepter des missions dangereuses pour subvenir à ses besoins. Elle ne lui en veut pas vraiment pour ce qui s'est passé, sachant qu'il s'agissait d'un accident. Ils devront simplement affronter le problème du parasite ensemble, jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de s'en débarrasser. À cet instant, Yassine reçoit un message sur son téléphone et une idée brillante lui traverse l'esprit. Il attrape Menki et lui dit qu'il vient de trouver un excellent moyen de combattre son ennui. Il la soulève et saute par la fenêtre pour l'emmener dans une zone de combat active, où plusieurs héros de haut niveau affrontent actuellement un alien.